de la filière télécom de l'INPHB. Merci Landry d'enregistrer cette conférence que nous allons garder dans nos archives. Donc, je suis Léon Sano. Ano, c'est mon nom de famille, A-N-O. Et Léon, c'est mon prénom. Je suis ivoirien. Je vis présentement en Espagne. Ça fait 5 ans que je suis revenu en Espagne. Ça va faire 10 ans que j'ai mis, ou non, mais maintenant depuis 2011, donc 12 ans que j'ai mis les pieds en Espagne pour la première fois. Je suis venu faire un MBA. Et ensuite, après, en 2013, je suis retourné à Abidjan. Je suis la promotion 2007 de la filière ingénieur télécom. Je fais toutes mes études à Abidjan, l'INPHB. Je travaille dans le secteur de télécom, dans l'infrastructure télécom, essentiellement chez Huawei Technologies. Et après, j'ai décidé de m'orienter dans le management et dans le monde académique, la formation des dirigeants. Donc, ça, c'est un peu mon profil et mon parcours. L'association Télécom INPHB Alumni, qui regroupe les anciens de la filière ingénieur télécom INPHB Yamsoukro, se veut être, disons, une association sur laquelle, disons, la Côte d'Ivoire puisse s'appuyer pour tout ce qui est expertise en matière de télécom, digital et puis de data, essentiellement. Donc, c'est une association qui regroupe environ 200 ingénieurs qui sont présents un peu partout dans le monde. Et ce que nous faisons essentiellement, c'est de contribuer, de penser au développement des membres de l'association, donc en leur développement professionnel, personnel et intellectuel, et aussi de nous impliquer dans la qualité de la formation de nos cadets qui sont à l'INPHB, donc faire des propositions à l'école sur l'amélioration de curricula de formation, sur les débouchés professionnels de nos cadets, et enfin d'être un acteur pour tout ce qui est, disons, stratégie, prospective, de tout ce qui est télécom, data et digital en Côte d'Ivoire et progressivement dans l'Afrique. Voici un peu nos orientations et dans ce sens, nous organisons ce genre d'activités pour permettre aussi bien à nos membres qu'à nos contacts de bénéficier de notre savoir-faire et de nos connaissances. Voilà. Merci encore à Prisca et à Olivier d'organiser cette conférence et puis voilà, on est prêt à disons, rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Merci, Président. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation des différents intervenants. Alors, nous allons commencer par Léné Pani. Je ne sais pas si Léné Pani, est-ce que tu es connecté? OK, pas encore. OK. Aîné Dimitri India. Oui, bonjour à tous. Bonjour Je ne sais pas Dimitri. si vous m'entendez très bien. On t'entend très bien. Super. Alors, donc je me présente, je ne sais pas si vous voyez ma caméra du coup, si c'est... OK, donc moi c'est Dimitri India, je suis de la promo 2005 Télécom, donc on fait partie on va dire de la première promotion, on a commencé vraiment en I1, la filière Télécom. Avant de me présenter, en tout cas, je tenais à remercier tous les administrateurs, le président Léon aussi également, pour votre action que vous menez. C'est comme ça que de nombreux réseaux se sont créés et je me réjouis, en tout cas, je l'ai découvert un peu tard avec regret en guillemets. Comme on le dit souvent, rien n'est jamais tard. Donc, vraiment, je suis content aussi de participer du coup à ce premier Afterwork en ligne. Alors, donc, moi, après ma formation, je suis venu, j'ai fait un master spécialisé du coup à Centrale Paris. Suite à cela, j'ai découvert du coup le monde des données, donc tout ce qui est business intelligence. Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable donc business intelligence au sein d'une ESN, donc une entreprise à service numérique. Et je travaille principalement, on va dire, dans le domaine des finances. Et donc, alors, c'est vrai que j'occupe ce poste, mais depuis un certain temps, on va dire, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis à mon propre compte. Donc, je reste j'occupe toujours le même poste, mais avec mon propre compte. Et l'idée pour moi, en fait, c'est de développer en fait cette expertise, mais aussi de pouvoir le proposer à d'autres sociétés et si possible demain, essayer de monter ma propre boîte.
Super, merci beaucoup, Aîné Dimitri. Nous allons passer maintenant la parole à l'aîné Marc Landry. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons maintenant. OK. So, je vais activer ma caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Oh, je pense qu'il y a un micro qui est activé là. Anyway, je vais partir. So, je suis Landry Diamou. Je suis content d'être avec vous ce soir. Il est exactement 14 heures où je suis. Je vis aux États-Unis. Je suis la promotion. André, Prisca, est-ce que tu pourrais interrompre le micro de ceux qui n'ont pas la parole, s'il te plaît? Je vous reset. Merci. Right. So, donc, je disais que je suis Landry Diamou. Je suis télécom de la promotion en 2010. Je vis présentement aux États-Unis. Avant de venir aux États-Unis, j'ai travaillé pendant 5 ans dans 2 grands groupes, Orange et Ericsson. Et ensuite, je suis venu aux États-Unis où j'ai fait un executive master en cybersecurity. Donc, depuis, je crois, 2017, je travaille pour Siemens. J'ai travaillé pour Siemens pendant environ 5 ans. Et maintenant, je suis manager cybersecurity risk and strategy pour EY aux États-Unis. Donc, dans le cadre de mon travail, c'est que je suis de la partie cyber program transformation. So, ce que nous faisons, nous évaluons les différents programmes de cybersécurité des différentes entreprises, les Fortune 100 et Fortune 500, et nous leur proposons des stratégies afin de pouvoir protéger leur business. Donc, je suis content d'être avec vous ce soir et puis j'espère qu'on pourra débattre et parler de techniques pour avoir du boulot à l'international. Merci. OK, merci beaucoup, Seigneur Marc Landry. Alors, nous passons maintenant la parole à Jean-Marc Moutet. OK, bonjour à tout le monde. Alors, désolé déjà pour la voix, je suis un peu grippé. Alors, c'est un réel plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui et de faire partie des panélistes pour on va dire, ce brillant thème. Donc, déjà, merci pour l'initiative. Elle est parfaite. Alors, je suis Jean-Marc Notaïs, Télécom 2012. Sur mon parcours professionnel, on va dire que j'ai débuté chez Accent, qui est un Gold Partner Microsoft, à Dakar, puis à Abidjan, chez Orange, et puis Gemalto. Donc, Gemalto, qui est on va dire, l'un des leaders dans le domaine des cartes à puce, donc que ce soit cartes bancaires comme carte SIM. Et Gemalto devenu Thales, donc j'ai eu une opportunité pour venir travailler à Thales Middle East, donc plus précisément à Dubaï, où je suis en charge on va dire, le management stratégique et opérationnel pour le secteur des eSIM. Plus précisément, le domaine machine to machine. Donc, c'est tout, on va dire, on garantit la connectivité pour tout équipement machine to machine, tel que les voitures connectées, les smart metering et consorts. Donc, voilà. Merci beaucoup, Seigneur Jean-Marc. Alors, notre dernier, même pas notre liste, le Seigneur Aristide Bekunjo, nous te laissons la parole pour ton introduction. OK, merci bien. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Donc, merci bien de m'avoir choisi pour on va dire, dans ce panel. Voilà, et aussi merci encore une fois pour l'initiative. Donc, ce qui est de mon parcours professionnel, d'abord, je me nomme Bekunjo Akole Aristide, Télécom INPH Yamsoko 2012. J'ai démarré ma carrière professionnelle au niveau du groupement Orange Service, une filiale en fait du groupe Orange au niveau d'Abidjan. Et après cela, j'ai eu une opportunité de rejoindre en fait Atidiaoui Wafa Bank au Maroc. Celle-là même qui détient la cible, la banque cible en fait en Côte d'Ivoire. Et depuis peu, j'ai décidé de créer ma propre structure, voilà, que je manage depuis mi-2021 maintenant, 2022. Voilà. Donc, voici essentiellement pour ce qui est de mon parcours.
Et donc, du coup, je suis depuis 2020 au Maroc et depuis 2022 à mon propre compte. Super, ok, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous avons passé environ 15 minutes à 16 minutes sur l'introduction. Il nous restera environ 1 heure de temps pour échanger sur le thème, encore qui est, juste pour rappel, les techniques de recherche d'emploi à l'international. Alors, nous aurons 3 sous-thèmes et je vais laisser maintenant la place à Olivier, qui est aussi notre modérateur, pour échanger sur disons, organiser les échanges sur les sous-thèmes. Donc, vous aurez pour tous les invités, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions. Soit vous avez 2 options, soit lever la main directement dans le chat et je vous donnerai la parole, ou directement écrire votre question dans le chat et je vais relayer, je vais poser la question à votre place. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment lever la main et nous avons donné l'occasion de pouvoir poser votre question. Alors, Olivier, tu as la parole. Ok, merci Annie Prisca. Voilà, donc, comme elle a dit, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et vu que nos panélistes ils sont là, donc connectés, au milieu de Pani qui, bon, probablement a dû avoir un empêchement, mais bon, qui nécessiterait de nous rejoindre. Donc, nous allons débuter. Voilà. Donc, il faut dire pour ce workshop-là, nous savons que la plupart du temps, pour une personne qui se trouverait dans l'un des pays africains, donc notamment la Côte d'Ivoire, ça peut être le Burkina, le Mali, la Centrafrique, etc. Donc, avoir des opportunités donc, de pouvoir vendre ses talents à l'international n'est pas, disons, une chose facile. Ce n'est pas du tout facile. Les opportunités peut-être souvent manquent ou soit c'est parce que nous n'avons pas la bonne information. Et même quand nous avons l'information, il arrive qu'on puisse hésiter parce qu'on n'a pas l'assurance, etc. On s'est dit, mais bon, c'est un nouveau pays. Qu'est-ce qui prouve que j'arriverai à m'y intégrer? Qu'est-ce qui prouve que je serai à la hauteur? Qu'est-ce qui prouve que j'aurai peut-être toutes les chances de mon côté pour pouvoir tenir jusqu'au bout, etc. Et donc, c'est ce qui a nécessité la mise en place de ce workshop-là, afin que nous puissions échanger avec des personnes qui ont déjà donc, vécu cette expérience, qui, je pense, à ce jour, ont tout un bagage, ont toute une expérience à pouvoir partager avec d'autres frères qui souhaiteraient peut-être se lancer dans ce challenge-là, qui sont combien de fois intéressants, palpitants, etc. Donc, la première question déjà, donc, ce serait de savoir les techniques donc, à utiliser pour obtenir un emploi à l'international. Bon, je suppose déjà que nos panélistes, sûrement, même s'ils n'ont pas eu à faire des recherches forcément à l'international, mais au moins un brin d'information qui pourrait intéresser nos différents invités ici. Et donc déjà, OK. Bon, on va donner la parole à... je vais me lancer alors, parce que on est tous un peu hésitants. Donc, sur le sujet, hein, je pense que la stratégie de recherche d'emploi à l'international, il y a d'abord des canaux, en fait. Cela dépend d'abord de la cible, en fait, que chacun, en fait, veut atteindre. OK? Si c'est le domaine bancaire, en fait, que tout un chacun recherche, c'est de pouvoir aller d'abord sur l'ensemble des entreprises bancaires et aller aussi sur le site web et pouvoir screener, en fait, faire un screening, en fait, de l'ensemble de leurs offres d'emploi. Moi, particulièrement, ce qui a été mon cas, en fait, avant de pouvoir joindre le groupe Thierry Wafa Bank, localement, ce que je faisais, j'allais d'abord sur les sites en fait de groupes aussi bien maghrébins qu'au niveau de l'Europe pour pouvoir visiter en fait l'ensemble de leurs différentes offres d'emploi. Mais en parallèle aussi, j'allais sur ces mêmes groupes-là, leurs offres d'emploi sur LinkedIn.
OK. On va dire c'est c'est le meilleur meilleur endroit jusqu'à présent, de mon point de vue, hein. Je pense que d'autres panélistes vont pouvoir donner d'autres pistes. Donc, c'était sur ces deux pistes, en fait, que je jouais, à la fois sur le site, en fait, des institutions et aussi sur LinkedIn, en fait, afin de se faire voir et aussi screener, en fait, les offres d'emploi qu'ils proposaient. Et suivant cela, en fait, moi, personnellement, j'ai eu à postuler. Et voilà. Et la suite, plus ou moins, on le sait tous. Mais en préalable, avant de le faire, il faut aussi se préparer. Il faut préparer son profil à cela. OK? Donc, si jamais vous estimez que votre profil, en fait, ne colle pas trop, en fait, à votre cible, il faut se préparer soit par des formations, soit comment dirais-je, au-delà des formations, des certifications. Ça, c'est l'idéal. Au pire des cas, si vous ne pouvez pas, en fait, montrer votre savoir-faire, il y a ça aussi. Donc, soit les formations, certifications ou le savoir-faire. Donc, ces trois éléments, en fait, permettent de pouvoir se préparer à pouvoir se projeter sur un emploi cible. Si jamais l'emploi sur lequel vous êtes à l'instant T, en fait, ne correspond pas, en fait, à votre cible, en fait, en termes d'emploi. Donc, je ne vais pas tout monopoliser la parole. Je laisse la parole aux autres panélistes. Et s'il y a des questions pour pouvoir enchérir, je renchérirai. Ah ouais, ok. Merci bien, Bekonjo. Moi, je vais essayer de rebondir rapidement pour les personnes un peu plus expérimentées parce que, en fait, lorsque vous avez un certain nombre d'années d'expérience et vous voulez choisir une formation, je conseillerais aux personnes de choisir des exécutifs. Quand je parle des exécutifs, ce sont des formations où vous allez rencontrer des personnes qui travaillent déjà, qui ont un certain niveau d'expérience, d'années d'expérience. Prenons mon cas, par exemple, dans ma formation en cybersecurity, la moyenne d'années d'expérience était 30 ans. Donc, ce sont des personnes qui étaient vraiment âgées. Et je me rappelle bien qu'il y a un de mes classmates qui m'avait demandé mon âge de façon indiscrète parce qu'il me trouvait assez jeune. Et quand je lui ai dit mon âge, il m'a dit, tu sais, l'année où tu es né, moi, j'étais enseignant de mathématiques au Bénin. C'est un Américain, en fait. Bon, en clair, c'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes dans ce genre de formation, vous avez un avantage. Le premier avantage, c'est que vous êtes exposé à des personnes qui sont assez seniors. Le deuxième avantage, vous avez aussi accès à leurs différentes biographies. Donc, vous avez environ une trentaine d'entreprises auxquelles vous avez accès. Parce que chaque personne qui vient, soit ils sont envoyés par leur entreprise ou bien soit ils travaillent déjà dans une entreprise. Donc, vous pouvez avoir ces entreprises. Donc, ce que moi, je faisais, je collectais toutes ces informations-là et je partais sur les différents sites de ces entreprises-là. Je partais toujours dans l'onglet carrière. C'est vrai que Bekonjo a parlé de LinkedIn. C'est bien beau, mais il y a les offres qui ne sont pas forcément polluées ou bien populées au niveau de LinkedIn. Donc, je partais dans l'onglet, au niveau de l'onglet carrière et je mettais mon keyword, c'est-à-dire mon mot-clé concernant ce que je voulais et je voyais les offres d'emploi. S'il y a des offres qui n'étaient pas un perfect match, qui ne collaient pas à mon profil, j'envoyais mon CV sous forme de trucs spontanés. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais j'envoyais mon CV de façon spontanée. Donc, et bizarrement, l'offre qui m'a permis de rentrer à Siemens Healthineers, j'ai envoyé mon CV de façon spontanée et un recruteur a vu le CV et il m'a contacté, il m'a dit non, on a cette offre-là ici. Est-ce que tu serais intéressé? Et c'est comme ça, j'ai dit oui, je suis intéressé. C'est parti de là, on a fait les interviews et puis j'ai été retenu là. Donc, souvent, ce n'est pas toutes les offres qui pourront être vues ou bien qui pourront coller, mais n'hésitez pas à toujours avancer et à envoyer vos résumés de façon spontanée. Un autre élément aussi important, parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui ont des certificats PMP, CISSP et autres. Faites en sorte de pouvoir rejoindre des différents chapitres. Je pense que Franck Fadé, je ne sais pas s'il est sur le call, il est très impliqué au niveau du PMI chapter de Côte d'Ivoire. Il y a, dans chaque pays ou dans chaque grande ville, il y a un chapitre. Aux États-Unis, il y a un chapitre à Philadelphia, où je suis, un chapitre à New York, ainsi de suite. Donc, rejoignez ce genre de chapitre-là, ça va vous permettre d'avoir accès à d'autres personnes qui auront peut-être des offres d'emploi dans leurs entreprises. Donc, voilà. Alors, si je peux rebondir. Ouais. Alors, donc, je suis... ok, si je peux? Ok.
Alors, je suis parfaitement en ligne hein, avec ce que mes prédécesseurs ont dit. Donc, il y a une chose qui revient euh, dans les mots, on va dire, dits depuis le début, c'est l'opportunité. Ok. Et j'ai souvent envie de dire que l'opportunité, il faut la bousculer, il faut la créer. Et donc, dans ce qui a été dit et que j'ai trouvé assez intéressant, moi, par exemple, dans mon cas, l'une des méthodes que j'utilisais pour être prêt, c'est d'abord quand je me dis, OK, dans quel domaine je veux évoluer à l'extérieur, quel profil m'intéresse. Derrière, je pars sur LinkedIn et je regarde tous ceux qui ont plus ou moins ce même profil-là avec le niveau de seniorité qui me convient. Et quand je scrute leur profil, derrière, c'est pour pouvoir identifier quelles sont les qualifications qu'ils ont, les certifications qu'ils ont, que je devrais avoir en fait si, par exemple, mon profil ne marche pas à 100%, de telle sorte que lorsque je vais postuler, et souvent même on postule même pas, parce que moi, je me rappelle mon opportunité pour Gemalto, on m'a contacté directement sur LinkedIn, parce que mon expérience correspondait en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette capacité de regarder ce que les autres ont fait. Et derrière, si c'est un MBA qu'il vous faut, c'est une certification qu'il vous faut pour atteindre cet objectif, préparez-vous, soyez prêts. Parce que quand l'opportunité frappe à la porte, en fait, en réalité, c'est rare qu'il y ait deux fois la même opportunité. Et ça a été mon cas, par exemple, pour venir à Dubaï. Je me souviens que j'ai, on va dire, deux certifications qui m'ont beaucoup aidé. C'était le ITIL Intermediate, puis j'avais fait le Foundation et l'Intermediate, et aussi le PMP. Donc, j'avais déjà ça dans, on va dire, dans mes assets. Et compte tenu aussi de mon expérience, le tout matchait et j'ai eu l'opportunité. Quand j'ai eu l'opportunité, en 2, 3 semaines, j'étais déjà à Dubaï. Ça s'est passé très, 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 très vite. Donc, ça, c'est pour vous dire, soyez prêts, préparez-vous. Ça, c'est l'une des clés. Voilà. N'attendez pas que l'opportunité vienne pour commencer à se préparer. L'autre élément très important que l'aîné Landry a signalé, c'est, alors moi, je vais l'appeler sous la case réseautage. Parce que là, il faut dire que c'est vrai que on peut trouver de l'emploi à travers LinkedIn, on peut trouver de l'emploi à travers le job carrier, mais je peux vous dire que la plupart des emplois qu'on trouve de façon, je dirais pas pérenne, mais de façon solide et évidente, c'est le réseautage en fait. Donc, le réseautage, on peut le construire à plusieurs niveaux. Par exemple, pour ceux qui connaissent PMP, participer aux différents chapters, c'est très important. S'il y a des événements professionnels, n'hésitez pas à participer. Et lorsque vous participez à un événement de réseautage, il faut toujours être prêt aussi parce que ça va vite, plusieurs personnes échangent, donc il faudrait quand même avoir un descriptif assez bref, concis de ce qu'on fait pour pouvoir rapidement matcher avec les personnes avec qui on a le plus ou moins le même centre d'intérêt. Ça aide parce qu'après, lorsqu'on a tout ça à son acte, on entend toujours des choses. C'est très important. On entend toujours des choses, des opportunités ici et là, et des choses des opportunités qu'on n'aurait jamais entendues depuis le job carrière, parce qu'il y a pas mal de postes qui ne sont même pas publiés. Il y a pas mal de postes. En tout cas, moi, j'ai à Dubaï, par exemple, 90% des positions, en réalité, quand elles sont publiées, elles sont déjà publiées trop tard. Ils ont déjà trouvé le candidat idéal, c'est juste pour la forme. Et donc, par exemple, pour le cas de Dubaï, je pense que c'est le cas dans pas mal de pays, c'est vraiment l'aspect réseautage qui prévaut. Voilà, donc c'était en gros ce que je voulais ajouter. Et merci, Ah, Jean-Marc. C'est ouais, moi poser une question rapidement à l'aîné Dimitri. À notre l'aîné Dimitri. Jean-Marc Noutès, tu parlais de réseautage. J'aimerais que tu donnes, par exemple, quelques exemples vraiment pratiques que toi, tu as utilisés pour pouvoir te développer ton réseau. OK. Par exemple, il y a une application ici qu'on appelle Meetup. Je crois que ça doit exister aussi un peu ailleurs. Donc, moi, quand je suis arrivé à Dubaï, déjà, j'avais quand même on va dire, pour déjà venir à Dubaï, ce qui m'a amené plus à Dubaï, c'était mon N+2, hein, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui avait vu ma façon de travailler et qui m'a dit qu'il voulait un manager dans son équipe et il m'a sélectionné. Mais une fois là, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai changé de position, mais comment j'ai réussi à le faire? Donc, première chose, c'est déjà le réseautage interne. Dans le réseautage interne, c'est, on va dire, d'échanger avec les ressources humaines
pas que nos ressources humaines locales, mais aussi les ressources humaines du pays où on veut arriver. Et comment ça se passe? Souvent, c'est à travers nos ressources humaines. Donc, si on a de très bonnes ressources humaines, ils peuvent nous aider justement à rentrer en contact avec d'autres ressources humaines du pays destinataire. Ça, c'est en interne. En externe, donc je parlais de l'application Meetup que j'ai aussi utilisée pour des rencontres. Ça peut être social, professionnel. Donc, à travers cette application, vous pourriez par exemple définir les centres d'intérêt, si c'est soit en e-commerce ou en cybersecurity ou dans le secteur des eSIM, comme c'est mon cas aujourd'hui, dans tout ce qui est SIM dématérialisé. Donc, il y a des événements qui sont souvent organisés et donc, c'est de prendre part à ces événements et donc comment dirais-je, de garder le contact. OK? C'est de garder le contact avec les personnes avec qui on a le même centre d'intérêt. Donc, ça, c'est un exemple concret, par exemple. Moi, je veux disons, continuer sur le thème de Jean-Marc et puis pour répondre à la question de Prisca, de l'aspect du réseau, surtout pour les métiers qui sont seniors, comme le disait Landry. Après certaines années d'expérience, bon, en général, il y a même que ce soit un poste de consultant technique, il y a une partie contact, il y a une partie humaine, il y a une partie relation interpersonnelle qui est très importante. Et ça, c'est un skill qu'il faut, c'est une compétence qu'il faut avoir. Et dans le sens où, pour reprendre l'expression de Marc, qui disait en fait que les opportunités se créent. Les opportunités peuvent venir à vous, les opportunités se créent, un peu comme Landry l'a présenté dans son exemple d'envoyer des mails par cold call, non, ou des mails non sollicités avec son CV, c'est une façon de créer son opportunité. Donc, déjà, c'est avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire. Et puis, par rapport à cette vision-là, définir un plan bien concret. Moi, l'expérience que j'ai eue je vis en Espagne, je suis en train de faire une thèse. Donc essentiellement, c'est le parcours disons, faire une formation exécutive, une formation de personnes qui ont une certaine année d'expérience. Et en fait, dans ces formations-là, il y a évidemment l'aspect concret de la connaissance qu'on acquiert, mais au-delà de la connaissance, c'est les contacts qu'on se fait. Et pour l'aspect du réseau, essentiellement, c'est moi, par exemple, ce que je fais régulièrement, je ne sais pas, je fais régulièrement, c'est systématique. C'est déjeuner dans la semaine, j'ai au moins 2 ou 3 déjeuners avec des personnes, que ce soit des collègues, que ce soit des profs, que ce soit des anciens. J'ai essentiellement des événements qui sont systématiquement programmés dans mon agenda, où en fait je rencontre telle personne, je prépare le pourquoi est-ce que je rencontre cette personne, je la connais davantage, je connais ses centres d'intérêt par rapport à un plan bien spécifique. Donc il y a ces aspects-là de déjeuner, il y a ces aspects aussi de rencontres auxquels on participe. Donc il y a ces exemples de communautés bien spécifiques qui existent dans les villes, que ce soit le chapitre d'un groupe professionnel qu'on appartient, qui peut être le PMI, qui peut être d'autres groupes. Mais si aussi on fait partie des anciennes jeunes écoles, participer à ces événements-là. Parce que essentiellement, là-bas, on se fait des contacts. Ça peut être même des contacts qui ne servent pas immédiatement. Mais ça peut être des contacts qui, demain, dans 1 an, 2 ans, on est en train de travailler sur un projet, on se rend compte qu'on a rencontré quelqu'un lors d'une conférence à telle année et on peut lui envoyer un message et puis ça ouvre des portes. Donc, à un niveau de manager, à un niveau de quelqu'un qui a déjà beaucoup d'années d'expérience professionnelle, ce qui est important, c'est d'être capable de pouvoir, disons, avoir des relations solides avec ces personnes-là. Ne pas seulement se focaliser sur l'aspect de mon boulot technique, mais multiplier les occasions de rencontrer les personnes. Et puis, le dernier point que je dois aborder, c'est l'aspect du pourquoi de l'expatriation. Obtenir un emploi à l'international. En général, pour les Africains, ça c'est, disons, une digression, mais pour les Africains, on utilise peu le terme d'expatriation. Mais c'est en fait, moi, je plébiscite l'aspect que les Africains utilisent beaucoup le terme d'expatriation. On parle d'expatriation lorsqu'il y a des Blancs qui sont en Afrique, qui travaillent, mais, mais la plupart de ceux qui sont à l'international, donc nous qui sommes dans ce groupe-là, nous sommes des expatriés aussi. Et en fait, le pourquoi l'expatriation,
c'est essentiellement pour se faire soit beaucoup de sous, parce que bon, on est un expert et puis on gagne de l'argent. Il y a aussi le spectre d'une vertu culturelle. Une ouverture culturelle, on peut s'expatrier pour toute la vie ou on peut s'expatrier pour un moment bien spécifique. Et ça, disons, pourquoi est-ce que je fais cette digression-là? Parce que pour des emplois aussi, disons, d'un certain niveau de seniorité, on s'attend à un certain niveau d'ouverture culturelle. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous parliez le langage du pays. Je ne parle pas de la langue, qui soit l'espagnol ou l'anglais ou n'importe quelle autre langue, mais il y a des codes. Il y a un certain nombre de codes et de normes de la société qu'il faut connaître. Et ça s'apprend en fréquentant d'autres personnes. Donc, on peut être un Ivoirien, on a vécu tout le temps dans son pays, on va dans un autre pays. Si on va à un déjeuner ou un dîner d'affaires, il y a des codes qu'il faut avoir. Et si on n'a pas ces codes-là, c'est difficile de se faire accepter. Donc, ça, c'est un élément aussi que il est important, surtout pour nous, Africains, d'avoir cette ouverture-là, de dire, écoute, je veux explorer des repas, je veux explorer la musique, je veux explorer la boisson d'une certaine façon mesurée, mais connaître les codes du pays qui sont parfois, disons, des compétences à acquérir pour pouvoir avoir des postes de responsabilité. Merci. Moi, je voudrais rajouter quelques points. On a parlé beaucoup des seniors. J'espère que il y a pas mal de seniors sur pas mal de seniors qui sont connectés. Sinon, pour les juniors aussi, donc vous avez aussi des possibilités, hein, notamment ce qui est important, quand on cherche un emploi, c'est d'un premier temps, bah, forcément, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut comme emploi? Et aussi, de chercher, souvent on peut retrouver facilement sur Internet la fiche de poste. La fiche de poste permet de décrire en gros vraiment l'emploi que la société recherche. Et malheureusement, moi, pour avoir pris quelques personnes en entretien, des fois, les gens passent complètement à côté de cela. Donc, il est important de bien connaître la fiche de poste et de se poser quelques questions. Donc, la première chose, c'est si on a un peu d'expérience, c'est de savoir si, dans mon expérience, j'ai quelque chose, j'ai une partie de mon expérience qui m'a permis d'être en situation ou qui colle un peu avec la fiche de poste. Et dans ce cas-là, on va énumérer à chaque fois quelles sont les tâches qui ont été réalisées, les actions qui ont été menées et également les résultats. Et une fois que ça, c'est bien identifié et qu'on adapte, on va dire, son CV en fonction de la fiche de poste, ça permet tout de suite aux recruteurs, avec quelques mots-clés, déjà de sélectionner votre CV. Et donc, dans les premiers échanges, à chaque fois que vous allez argumenter chaque, on va dire, élément de fiche de poste avec vos expériences, ben, ça vous ouvre beaucoup plus de possibilités et ça vous donne facilement l'opportunité de pouvoir acquérir le boulot. Et pour les seniors, effectivement, comme l'a souligné Léonce, ce qui est très important aussi, hein, c'est vraiment la relation. C'est que quand on est on travaille, très souvent, on est un peu cloîtré dans ces activités, mais il faut s'ouvrir aussi à d'autres équipes. Même ici, essayer de voir ce que notre responsable fait. Quelles sont les tâches qu'il fait au quotidien, comment il mène les réunions ici, et de participer. Souvent en France aussi, il y a des activités, on va dire, extra professionnelles, notamment du foot, par exemple de la course à pied. Pour la petite anecdote, quand j'ai voulu créer, en fait, me mettre à mon propre compte, donc j'avais de très bons contacts, par exemple, avec la directrice des ressources humaines de la société dans laquelle je suis. Et c'est parce que je l'ai connue via, par exemple, des séances de footing. Et quand je lui ai parlé de ma volonté de partir, puisque c'est elle qui reçoit en général les lettres de démission, elle m'a donné cette possibilité-là de pouvoir passer à mon propre compte, mais en restant toujours dans la boîte. Donc voilà, c'est des leviers comme ça qui sont assez importants quand on a de l'expérience. Il faut vraiment garder le contact si on veut vraiment multiplier les opportunités et parce que du coup, on se crée des réseaux. Et même si on n'est pas de la société,
si vous avez marqué, on va dire, les personnes et qu'ils ont des opportunités, ben, ils vous appelleront pour quand des opportunités, par exemple, se créeront. Ok, super. Je pense que l'aîné Pani entend s'était connecté, c'est ça? L'aîné Priska? Oui, effectivement, l'aîné Pani, je Ouais. crois, nous a rejoint. Donc, oui, on pourra laisser la parole à l'aîné Pani pour s'introduire et puis également donner son avis sur la question. Seigneur Pani, je ne sais pas si tu nous entends. Nous ne t'entendons pas. Peut-être que ton micro n'est pas encore activé. OK. Son micro activé, D'accord. mais Bon. il est en mute. D'accord. Mais entre-temps, donc franchement, pour cette première question, déjà, moi, j'ai retenu, j'ai noté beaucoup d'éléments. Et les 2 points vraiment qui sont ressortis pour de l'intervention de tous les seniors et tous les intervenants. J'ai noté le réseautage. J'ai noté également LinkedIn qu'il faut utiliser. On peut utiliser LinkedIn pour faire ses recherches. Et il y a eu aussi un autre point qui a été très intéressant également, qui était de se préparer pour les opportunités. Je suis connecté maintenant. Ok. Driving. Aimé Jean-Claude, est-ce que tu peux t'introduire? Bonsoir tout le monde, je suis Jean-Claude Pani. Je suis présentement au Nigeria. Excusez-moi pour mon retard, j'étais en mission, je suis en train de rentrer au bureau. Et bon, pour l'international, je pourrais dire que je travaille depuis 18 ans. J'ai fait autour de 14 ans à l'extérieur, en fait. Kengo. Excusez-moi, c'est mon chauffeur qui parle un peu trop. Donc, j'ai fait près de 14 ans à l'extérieur. Et pour la première question, ce que j'aimerais dire, pour pouvoir obtenir un emploi à l'extérieur et même un emploi, si vous voulez, là où vous vous trouvez, il faut d'abord être quelqu'un de bien. Quand je dis quelqu'un de bien, il faut être honnête dans vos relations. Il faut être quelqu'un qui aime faire du bien à tout le monde autour de lui. Ça vous permet, en fait, demain, tous ceux que vous avez rencontrés dans votre parcours, ils peuvent vous donner un coup de pouce pour obtenir un boulot quelque part. Pendant une réunion, ils pourront discuter, ils vont dire, bon, on a besoin de telle personne. Et quelqu'un que vous avez aidé, quelqu'un que vous avez eu de très bonnes relations, peut juste déposer votre nom et votre numéro. Et ensuite, tout le monde a parlé de cela. En fait, quand j'ai écouté les autres, on parlait du réseautage. Le réseautage aussi est très important. Mais pour pouvoir faire un bon réseau, il va falloir que vous puissiez marquer les gens de manière positive. Parce que si dans votre parcours, vous êtes quelqu'un de peut-être orgueilleux, quelqu'un de difficile à gérer, quelqu'un qui n'est pas honnête, ça vous ferme des portes. Je me rappelle très bien, quand je travaillais à Move, j'avais reçu un étudiant de l'INP en stage et il avait fait un mauvais stage en fait. Et 10 ans après, on m'a contacté depuis la Guinée. Un ami m'a contacté qui m'a dit, j'ai reçu un CV de telle personne. Dans son CV, je vois qu'il a fait Move. Je t'envoie le CV, regarde. Si tu valides, on le prend. Si tu valides pas, on le laisse. Et quand j'ai regardé le CV, j'ai vu que c'était ce stagiaire-là, en fait. Il n'était pas bien comporté en son temps. Bon, j'ai demandé à ce qu'on ne l'engage pas parce que je ne pouvais pas valider cela et demain, il va mal se comporter. Et puis bon, mon ami, en fait, allait perdre la confiance en moi. Donc, je voulais insister effectivement sur la recherche d'emploi à l'extérieur. Et puis, pour se créer des opportunités, il faut être quelqu'un de bien. Il faut faire du bien aux autres.
il faut apporter beaucoup de choses aux autres. Ça les marque. Et quand on a besoin de toi et que quelqu'un est assis à cet endroit-là, il y a une opportunité et il sait qu'il a déjà rencontré quelqu'un de bien, il va forcément vous recommander. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Comme je suis en retard, je vais juste parler un tout petit peu et puis c'est bon. Merci. Merci. Ok, donc merci à Alain Pagny de nous avoir partagé donc, son expérience. Ok, donc, que là, nous sommes un peu pris par le temps. Voilà, donc, il faut dire que lors de la préparation de ce workshop-là, donc, on a eu à recenser, donc, collecter plusieurs questions, dont notamment donc, des invités qui demandaient, par exemple, à connaître les avantages et les inconvénients donc, de l'expatriation, selon les expériences de nos panélistes. Parce qu'il y a certains panélistes qui souhaiteraient partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, dans ce sens-là, afin de les rassurer davantage. Alors, moi, pour planifier, pour l'installation, j'aimerais intervenir. Ah oui. Alors, je vais parler spécifiquement de la France parce que c'est là où je vis actuellement. Et donc, pour avoir vu aussi plusieurs personnes finalement se retrouver dans des situations un peu difficiles. Alors, l'avantage pour nous, en tout cas dans le cas de ce workshop, de Afterwork plutôt, c'est de créer en fait quelque part, on va dire, une communauté. Donc, quand on sait qu'on a des aînés, par exemple, qui sont dans un pays, souvent, c'est mieux de se rapprocher des personnes. Donc, peut-être qu'on n'a pas d'aînés dans ce pays-là, mais c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des contacts sur place pour pouvoir, en fait, avoir le maximum d'informations pour planifier, on va dire, son installation dans le pays dans lequel on recherche. Particulièrement pour la France, il y a plusieurs personnes qui sont venues, mais malheureusement n'ont pas pu, on sont été confrontés en fait à des difficultés de logement. Faut dire que le logement, quand on est tout seul et qu'on n'a pas forcément les ressources nécessaires, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, en s'appuyant, on va dire, sur des personnes qui sont déjà présentes, qui peuvent, parce qu'il y a d'autres, par exemple, qui sont venus peut-être 2 ou 3 ans avant et qui sont maintenant sur le marché de l'emploi et du coup, qui vont libérer, par exemple, leur appartement. Donc, ça permet justement, dans ce type de réseau-là, de pouvoir finalement récupérer reprendre la place de cette personne et donc avoir très peu, avoir cette facilité-là de pouvoir retrouver un logement beaucoup plus facilement. Donc, je vais insister sur le point de bien essayer d'avoir des contacts. Donc, ne vous fiez pas à une seule personne. Comme on le dit, avoir une seule opportunité, c'est un seul choix, c'est pas du tout un choix. Et quand on a 2 choix, c'est plutôt risqué. Mais quand on a 3 choix, là, on peut parler de 3 possibilités, là, on peut parler de choix. Donc, au moins se renseigner auprès de 3 personnes pour voir déjà si les choses se concordent, si déjà ça ne se complète pas, avant de pouvoir prendre des bonnes décisions pour pouvoir planifier son installation. Donc, on va donner la parole à un autre panéliste pour aussi donner son avis sur le sujet. Sur le sujet de comment planifier son installation et… Oui. Et surtout les avantages et les inconvénients de l'expatriation. En fait, le point de l'expatriation, et ça rejoint aussi cette question, c'est la gestion de risque. C'est-à-dire que l'expatriation, c'est aller à l'aventure. C'est découvrir un nouveau monde auquel on n'est pas habitué. Donc, si quelqu'un vraiment n'aime pas les aventures, il pourra être expatrié, et il va gagner beaucoup d'argent et tout cela. Et en fait, c'est un bénéfice qu'il aura, donc gagner de l'argent, mais il ne bénéficiera pas pleinement des avantages de l'expatriation. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est expatrié, on n'est pas dans sa zone de confort. On n'est pas dans sa zone de confort
Et en fait, on sait tous que une des façons de grandir personnellement, de grandir humainement, c'est de parfois, pas toujours, mais parfois sortir de sa zone de confort. Quand je veux dire pas toujours, ce que je veux dire par là, c'est que si on est de façon permanente dans sa zone de confort, on n'est pas stable aussi. Donc, il y a un juste milieu qu'il faut avoir. On sait concrètement que, par exemple, pour les sportifs, les muscles, ils grandissent, ils deviennent forts lorsqu'il y a la douleur. Hein. C'est par là que il y a le mécanisme en fait, de croissance de muscles. Si quelqu'un fait la course, moi j'aime la course, lorsque on est en train de faire, par exemple, d'essayer d'améliorer sa vitesse, ou bien lorsqu'on essaie de faire des parcours beaucoup plus longs, après, on a des douleurs. Donc, ça veut dire que, essentiellement, les muscles sont en train de s'habituer à un nouveau processus. Qu'est-ce que je dis par là? Essentiellement, c'est que le point principal, en fait, d'inconvénient, c'est qu'on n'est pas dans sa zone de confort. Donc, par exemple, si quelqu'un est à Abidjan, et puis, comme on le dit, Abidjan est le plus doux au monde, donc on connaît tous les coins, les recoins, le bon garba, la sauce graine et tout cela. Si on est en France ou en Espagne, on ne l'aura pas. De temps en temps, s'il y a un tonton, une tante ou un ami qui vient, il peut venir avec la ticket, on va manger et tout cela. Mais on ne l'aura pas. Il y a le fait de découvrir une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture. Et pour moi, c'est l'inconvénient majeur, mais je ne l'appellerai pas inconvénient parce que quelqu'un qui va en expatriation, plus ou moins, il s'attend à cela, à moins que seulement il s'attende à de l'argent de façon spécifique. Donc, puisqu'on va à l'aventure, il y a besoin de planifier. Hein. Donc, essentiellement, les inconvénients peuvent être majeurs lorsqu'on n'a pas bien planifié. Et pour rejoindre le point de Dimitri, si essentiellement, on a une opportunité et puis on arrive et puis on n'a même pas pris d'informations sur comment est-ce qu'on va se loger et tout cela, éventuellement, on va, disons, souffrir davantage le fait que, écoute, c'est difficile d'avoir un logement, on commence à travailler et c'est très compliqué. Après, il y a d'autres, dans certains environnements, par exemple en Europe, ici, il fait froid. Donc ça, voilà, il fait froid, il faut s'habituer au froid, il faut lire, il faut demander des conseils, il faut avoir des vêtements de froid, il faut avoir un bon chauffage. Et voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. Ok, donc nous allons donner la parole à un autre panéliste sur le même point. Sur ce même sujet, en fait, planifier son expatriation, il y a la question de la famille, en fait. Si jamais vous comptez aussi vous expatrier avec la famille, il y a cet aspect qu'il faille prendre en compte. Pour un jeune travailleur qui a peut-être 5 ans d'expérience, OK, ça peut passer. Mais pour une personne qui est un peu plus expérimentée, qui est mariée déjà, avec un enfant ou même sans enfant déjà, qui veut aller avec sa compagne, c'est un élément qu'il faille prendre en compte. Si jamais le pays d'accueil ou le pays cible, en fait, n'avait pas assez d'informations, soit les enfants ou la compagne risquent d'en partir en fait, soit de solitude en fait, ou soit les enfants en fait auront des difficultés à s'intégrer. Donc c'est un élément important à prendre en compte si vous voulez vous expatrier et que vous avez de la famille et pour lesquels vos moyens ne suffisent pas à les gérer en local. Donc, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte dans votre planification. Seul ça va, OK, voilà, vous pouvez y gérer comme vous le voulez. Et du moment où vous avez des enfants ou une femme avec vous, il faut savoir le package que l'employeur, en fait, vous soumet, en fait, englobe, en fait, la famille à l'intérieur avant de pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure. Sans quoi vous allez effectivement vivre la définition de l'aventure. Donc, non, personnellement, en fait, c'est un élément qui a été évidemment important qu'il faut négocier du moins avec l'employeur avant de s'engager. Voilà. Bon, c'est l'élément que j'aurais voulu en fait partager. Donc, prendre cet aspect-là. Si vous êtes marié, négocier dans le package en fait des éléments en fait qui vont pouvoir prendre en compte en fait votre épouse ou soit de vos enfants et autres. Voilà. Ok. Donc merci Sonio Bikrunju. Voilà, donc nous allons aborder
Je voulais rebondir, hein, enfin, je cherchais comment démuter là, j'avais quelques soucis. Donc, pour rebondir en fait sur le point de Bekrunjo, qui est de l'aspect de la famille, c'est vraiment un point très important hein, parce que on a pu voir aujourd'hui pas mal de couples brisés par l'expatriation, soit parce que monsieur a décidé de s'expatrier, mais finalement, ça ne concordait pas au plan familial et donc madame n'a pas pu suivre pour venir à l'expatriation et du coup vivre une aventure, on va dire une relation à distance, à briser certains foyers. Donc, plus concrètement, comment faire envers son employeur pour négocier certains avantages? Je sais par exemple qu'il y a même des sociétés, ça c'est arrivé avec un de mes collègues, hein, qui justement a pu négocier aussi un emploi pour sa femme. Et du coup, les deux sont venus, les deux ont travaillé. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Autre chose, c'est l'aspect de la scolarité, parce que dans pas mal de pays, surtout les pays développés, on va dire l'Occident et autres, la scolarité coûte très cher des enfants. Exactement. Donc, je prends le cas même de Dubaï. L'école britannique, je crois, on est à l'année à combien? À peu près à 20 000 à 20 000 euros à peu près. Je ne parle pas d'école, je vous parle de lycée, ce genre de choses, ou école primaire. Donc, ce n'est pas vraiment l'université, hein, mais c'est pourtant très cher. Du coup, euh, sans soutien, c'est difficile. Et il y a pas mal de sociétés qui soutiennent cela, par exemple, qui ont des politiques qui vous disent, OK, pour jusqu'à 3 enfants, on supporte jusqu'à tel montant et ça aide énormément, énormément. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, c'était ce que je voulais rajouter. Autre chose aussi sur les inconvénients, on ne va pas se cacher, c'est des choses qui existent. Je voulais parler du racisme. Donc, ça arrive que lorsqu'on s'expatrie, on fait face on va dire, du fait de notre couleur de peau à du racisme. Je dirais heureusement pour moi, mon cas à Dubaï, ce n'était pas vraiment le cas parce qu'il faut dire que aux Émirats arabes unis, c'est composé de 15% de locaux et donc les 85% sont tous étrangers. Donc personne ne fera le racisme contre quelqu'un, mais il y a pas mal de pays du Moyen-Orient où travailler en tant que noir sur un niveau de responsabilité, ça peut être assez pénible. Il faut vraiment avoir un mental assez fort pour pouvoir s'intégrer. Voilà, donc sur les avantages, bon, je dirais que pour répondre à la question des avantages, il faut dire aussi, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je crois que l'aîné Léonce l'avait dit, si l'un des objectifs, c'était d'apprendre une nouvelle langue, moi, par exemple, c'était aussi de parler mieux l'anglais. Donc, voilà, donc ça reste un avantage. L'objectif culturel de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, parce que moi, j'adore voyager, donc de savoir comment ça se passe au Moyen-Orient, en Inde, en Europe, donc ce genre de choses. Donc oui, l'aspect culturel, c'est important. Et autre avantage, il ne faut pas qu'on se voit la face, c'est la rémunération. Donc il y a certains pays, on va dire, qui rémunèrent bien. Et je prends aussi, par exemple, le cas de Dubaï, mais après, ça peut être un inconvénient, mais je le dis. Par exemple, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le brut égale au net. Donc, du coup, on ne paye pas les taxes qui vont là-dessus. Donc voilà, ça peut être un avantage parce qu'on se dit qu'on est peut-être venu à l'expatriation pour pouvoir se bâtir un patrimoine et donc par la suite retourner hein, dans notre pays, voilà, monter sa propre boîte. Ça dépend de la stratégie que chacun se pose. Ou ça peut être un inconvénient parce qu'on n'aurait pas su gérer cet argent et après, on se retrouve sans rien. Voilà, donc c'était ça l'intervention que je voulais ajouter. Ok, donc on va donner la parole à l'aîné Jean-Claude Pagny, donc, qui a levé la main. Ok, je vais revenir sur certains points. En fait, il y a beaucoup d'avantages. Être expatrié, comme Jean-Marc l'a dit, les salaires sont bons. C'est des salaires que vous ne pouvez pas toucher quand vous êtes en Côte d'Ivoire. À Abidjan, on ne peut pas vous donner ces salaires. De deux, comme Jean-Marc l'a dit encore, et puis mon frère Léonce, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire en fait. Quels sont vos objectifs, ce que vous voulez atteindre dans la vie. Donc, et puis en trois,
il y a encore beaucoup d'avantages parce que ça vous donne une belle ouverture d'esprit, vous rencontrez de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Donc, ça vous donne un avantage sur ceux qui sont restés en fait en Côte d'Ivoire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup aussi de problèmes dans l'expatriation. En tant que quelqu'un qui veut travailler à l'extérieur, le premier conseil que je veux donner à cette personne, c'est d'avoir un bon conjoint ou une bonne conjointe. Parce que j'ai vu des personnes expatriées, travailler à l'international, qui ont complètement ruiné leur famille. Le nombre de divorces, on ne peut pas compter. Je suis ici au Nigeria, les Ivoiriens sont autour de 70, mais je sais qu'il y a au moins 25% des familles détruites, divorcées, et les maris ou bien les femmes qui sont ici se sont remariées ici. Voilà. Aussi, les inconvénients, pourquoi je parle d'avoir un bon conjoint, une bonne conjointe, parce que vous perdez de vue aussi les opportunités qui sont en Côte d'Ivoire. Et si, par exemple, votre femme ou votre mari est resté en Côte d'Ivoire, ce sont vos yeux, en fait. Donc, si vous ne tombez pas sur la bonne personne, ça sera difficile. J'ai vu une question qui parlait, en fait, des projets immobiliers étant à l'extérieur. Je prends mon cas, j'ai perdu près de 13 millions dans les projets immobiliers parce que je me suis engagé dans des choses, je n'étais pas présent. Et puis, tout s'est écroulé. Donc, il y a aussi une opportunité qu'on a pu avoir, c'est quand la COVID a démarré, il y a EcoBank qui a créé en fait un produit. Ce n'est pas la pub que je fais, mais en fait, je veux dire en fait qu'il y a des structures en Côte d'Ivoire qui ont commencé à comprendre que les Ivoiriens à l'extérieur ont beaucoup de difficultés pour réaliser des projets immobiliers. Donc, EcoBank a mis en place un service. Vous voulez en fait réaliser des choses en Côte d'Ivoire, ils vous accompagnent de bout en bout, avec leurs avocats, avec leurs personnes au légal, tout. Voilà, donc ça a permis à certaines personnes à l'extérieur à réaliser des projets tranquillement, bien suivis. Voilà. Donc, je vais effectivement insister sur ce point. Si vous voulez bosser à l'extérieur, ayez un bon conjoint parce que ce n'est pas facile. Et en plus, si on ne vous assiste pas, quand je dis on ne vous assiste pas, vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous rapprocher, raconter vos problèmes, vos difficultés, vous allez vous retrouver dans un pays et après, le boulot, par exemple, ce n'est pas tous les jours. Vous pourrez être avec des collègues, vous allez vous retrouver seul chez vous, seul à l'hôtel ou bien seul dans votre chambre. Et vous-même, vous savez, l'oisiveté, c'est la mère des vices. Donc, j'ai vu des personnes tomber dans l'alcool. J'ai vu des personnes tomber dans une vie de dépravation parce qu'ils se sont retrouvés à l'extérieur tout seuls. Ils ne savaient pas vers qui aller pour expliquer leurs difficultés, leurs problèmes. Ils se retrouvaient seuls dans leur chambre et finalement, ça les a poussés à vivre une vie qu'ils ne voulaient pas vivre. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, pour votre installation, vous devez réellement vous préparer. Réellement vous préparer. Merci, Nupani. Il y a une autre question dans le chat qui demande comment donner la bonne prétention salariale lors d'un entretien selon le pays de destination. Ben, ça, c'est une question. Alors, moi, ça, c'est une question. En fait, dans tous les cas, du moment où tu vises un pays, il faut déjà se renseigner par rapport au niveau de vie de là-bas. Il y a pas mal de sites sur Internet qui donnent un peu, selon les postes, les rémunérations on va dire, des différents types de postes. Donc, ça peut être un moyen déjà de savoir. Et en plus, si on a des personnes qui sont sur place, qui y travaillent, ça peut être aussi le moyen, par exemple, de savoir un peu le niveau de salaire
du pays par rapport au poste auquel on postule. Sur ce point-là, j'aimerais rebondir rapidement. Je pense que aux États-Unis aussi, les gens sont assez open, assez ouverts. Parce que durant l'interview, tu peux demander à la personne des ressources humaines quel est le range du salaire. Ils vont te donner la fourchette et tu es informé. Ils ne vont pas cacher, le salaire. Ce n'est pas comme au pays où voilà, le salaire est comme un secret. Là. Ici, ils sont assez ouverts. Puis ici, c'est un peu différent. Ça dépend aussi des zones. Comme vous savez, les États-Unis, c'est assez grand. Donc, quelqu'un qui veut, vous pouvez être dans la même entreprise, tu vas faire le même boulot, les mêmes tâches avec quelqu'un qui vit en Californie. Et voilà, la personne qui est en Californie peut avoir le double de ton salaire parce que toi, tu vis, par exemple, à Boston ou bien à Philadelphie. Donc, ça dépend aussi des différentes zones. Donc, ils sont assez ouverts. Ils préfèrent te dire en même temps ta fourchette pour ne pas que tu sois surpris. Donc, et puis ensuite, il y a des sites comme Glassdoor où vous pouvez partir pour voir un peu les différents, la moyenne des salaires. Ça va vous donner une idée pour ne pas trop crier bas ou bien ne pas trop crier haut. Mais en fonction du poste, ils vont vous donner une moyenne de salaire. Et la moyenne prend en compte ce que j'ai dit là. Ils vont prendre des gens en Californie, des gens à New York, des gens peut-être à Utah ou bien des gens en Virginie. Et ils font la moyenne et puis vous donnent un salaire. Ok, merci. donc, Je passe donc, la ouais. dernière question. Oui, l'année Prisca. Moi, je pense qu'on n'a plus de questions vu que la question de Coyer, je pense que l'aîné avait répondu, l'aîné Jean-Claude. Exactement, exactement. Donc, on peut... Bon, Oui, mais en fait, Olivier, Allô? Je ne sais pas si la question de Coyer, c'était par rapport à investir au pays ou bien avoir... C'est ça, justement. Allô? Okay. Allô? Oui, vas-y. Oui, ça Coyer. Juste pour compléter peut-être ma question, c'est plutôt l'immobilier dans le pays étranger, en fait. Ah, ok. D'accord. Oui. Bon, moi j'ai par exemple acheté, mais pas dans le cadre pas dans le cadre, on va dire, d'un projet de location. Donc là, par exemple, actuellement, je travaille un peu sur une offre SCI et en fait, une SCI, c'est finalement une société où il y a plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour pouvoir acquérir des biens et mettre en location. L'avantage aussi d'être dans des pays développés où on va dire la législation permet en fait de sécuriser au minimum un certain nombre de choses avant de se lancer dans ce projet-là. Moi, par exemple, je l'ai fait donc pour la famille. Donc, du coup, c'est quelque chose que je peux revendre, par exemple, si demain je décidais de rentrer en Côte d'Ivoire, par exemple. Et juste pour compléter ce que l'aîné a dit, je pense que ça dépend de ton plan à long terme. Parce qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas dormir dans la rue. Donc, tu seras soit obligé de louer un appartement, soit obligé de prendre cet argent que tu vas prendre pour louer un appartement là, et le réinvestir dans ton propre, pour rembourser ton propre prêt immobilier que tu vas prendre pour acquérir ta propre maison. Donc, idéalement, ça dépend. Si tu as un plan à long terme, parce qu'à la fin de la journée, c'est un investissement et il y a un retour sur investissement que tu gagnes en ayant toi-même ton propre bien parce que tu ne payes pas ton loyer dans la main de quelqu'un qui va prendre pour aller rembourser lui son prêt immobilier, mais tu rembourses toi-même ton prêt immobilier et au fur et à mesure que le temps passe, ta maison prend de la valeur, ton prêt que tu as pris se réduit et à la fin, si tu décides de le revendre, voilà, tu arrives facilement à t'en sortir avec assez d'argent. Donc, ça dépend de ce que tu veux accomplir. Pour compléter juste un peu ce que tu as dit, Landry, notamment ceux qui sont ici en France, les banques aiment beaucoup les gens qui sont en CDI. Qu'on soit au SMIC ou pas, du moment où on est en CDI par rapport à quelqu'un, même si tu as ton propre compte que tu touches beaucoup d'argent, tu verras que les banques vont te faire beaucoup plus de difficultés à acheter que si on est en CDI.
moi, je conseille pour les personnes, effectivement, quand on a une famille, c'est pas la même chose. Mais pour tous ceux qui ont très peu d'expérience et qui ont commencé, à la limite, vous pouvez acheter un bien. Donc, vous aurez cette possibilité-là. Vous le mettez en location. On va dire, les personnes qui louent le bien vont payer le crédit. Et du moment où vous avez cette entrée de revenus, vous pouvez vous servir vous pouvez aller revoir à la banque pour pouvoir prendre un autre crédit, soit pour reproduire la même chose, soit pour acheter maintenant son propre bien. Et dans ce cas, au niveau des banques, du moment où ils constatent qu'il y a une rente immobilière qui arrive sur le compte, ils considèrent que du coup, vous n'avez pas dépassé votre capacité d'endettement et donc vous avez aussi ces leviers-là pour pouvoir devenir propriétaire et acquérir pas mal de biens. OK. Donc, merci beaucoup, les aînés. Donc, vu que nous sommes pris de coup par le temps, donc on va aborder rapidement le dernier sous-point avec 2 des 6 panélistes. Donc, le point, c'est quelles sont les méthodes donc, à suivre pour une intégration réussie. Donc, deux panélistes de façon succincte. Donc, on suppose que bon, une personne s'expatrie. Donc, quelle sera la démarche? Donc, une démarche qui est fonctionnelle, donc que la personne pourra suivre pour pouvoir mieux s'intégrer. Il y a Léonce qui a déjà donné pas mal dans son intervention, qui a parlé un peu de ça. Il faut connaître les codes. En fait, quand on arrive dans un pays, il faut connaître les codes de ce pays-là. Typiquement, j'ai un ami qui est parti en Corée du Sud et là-bas, en fait, la question de l'aîné, elle est très importante. Donc, en fait, quand ils sont à table, par exemple, ils vont se demander leur âge et tout, et puis ben, finalement, on va dire c'est le moins âgé qui va en gros servir les aînés. Donc, il y a des codes comme ça qu'il faut connaître quand on est dans des pays pour pouvoir en fait faciliter son intégration. Il ne faut pas rester tout le temps avec les personnes, on va dire, de son pays d'origine. C'est bien, ça permet de retrouver un peu la nostalgie de son pays d'origine. Mais par contre, quand on vient à l'étranger, il faut pouvoir aussi s'adapter à la culture du pays dans lequel on s'en va. Donc, il faut vraiment participer au maximum, on va dire, aux activités du pays. Il y aura toujours des personnes qui vont plus ou moins nous orienter là-dessus. Il ne faut pas s'isoler. OK. Merci Anne Dimitri. Donc, nous allons prendre un autre panéliste. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que mon frère Dimitri a dit. Il faut connaître les codes, mais je voulais aussi dire qu'il faut être stratégique, c'est-à-dire essayer d'avoir un ami qui est dans la santé, parce que quand vous avez un problème de santé, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous connaissez en fait où vous rendre rapidement pour vous soigner. Quelque chose peut vous arriver la nuit. Et puis, si vous n'avez personne qui va vous guider, c'est un peu risqué. Donc, il faut penser à avoir un bon ami dans la santé qui maîtrise bien le système de santé du pays. Ensuite, il faut chercher à avoir un ami qui est dans la sécurité, comme, je ne dirais pas, quelqu'un de bien positionné, en fait, dans la sécurité dans le pays. Et puis, en fait, il faut connaître les key stakeholders dans la ville où vous êtes. Et puis ensuite, là où vous habitez, ayez un bon voisinage. OK? Je prends mon exemple. En fait, quand j'étais au Bénin, j'habitais dans un immeuble d'expatriés où j'étais là-bas avec des Marocains, un Italien. On était dans le même immeuble. Et puis, l'immeuble ne pouvait pas contenir en fait tous les véhicules. Donc, on garait certains véhicules dehors. Mais j'avais remarqué que les gars, en fait, volaient des choses sur les voitures de tout le monde, mais on ne touchait pas ma voiture.
Et un soir, je rentrais chez moi après le sport. J'ai vu des jeunes qui jouaient au foot, sont venus vers moi, ils m'ont demandé grand frère, tu peux nous donner quelque chose à boire. Je leur ai passé un billet de 2000. Et il y a un qui s'est approché de moi, il m'a dit, tu sais pourquoi ton véhicule n'est pas touché? Il dit, mais pourquoi? Il dit, tu as de bonnes relations avec tout le monde dans le quartier. Les autres, ils se prennent un peu trop. Bon, je voulais parler comme le français ivoirien. Donc, c'est pour ça que je vais réellement insister sur ce point-là. Soyez, quand vous expatriez, vous êtes dehors, vous devez retenir que vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est un. Et de deux, arrêtons un peu nos histoires d'Ivoiriens, on se croit un peu supérieur à certaines nationalités. Non, non, il faut être humble. Il faut marcher droit les épaules, pas les épaules soulevées. Il faut respecter tout le monde. Comme au Nigeria ici, par exemple, vous avez dit qu'il faut connaître les codes. Au Nigeria, si vous travaillez avec un Yoruba, vous devez savoir que chez eux, le respect est primordial. Si vous ne le respectez pas, ils vont vous créer des problèmes. Vous allez perdre votre emploi et rentrer chez vous. Donc, en gros, j'aimerais dire, pour s'intégrer facilement, il faut être quelqu'un de bien, c'est tout. Et vous pourrez vous intégrer. Merci. Merci beaucoup, les seniors, pour vos interventions. Franchement, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes. Et je suppose que également tous les invités l'ont fait. C'était très, très enrichissant. Donc, nous sommes maintenant pratiquement à la fin de notre réunion et rendez-vous. Alors, on va faire un petit tour de table, de permettre à chacun de donner un mot de fin, et puis nous allons nous laisser. Donc, nous allons commencer d'abord par le président, Léonce. Merci Prisca pour cette opportunité que tu nous donnes de partager cette expérience. Et essentiellement, c'est un panel qui est très, très, très intéressant. Et c'est une tendance qui va progresser, hein, dans le sens où en Europe, aux États-Unis, il y a besoin de talents, il y a besoin de personnes qui disons, connaissent les technologies. Bon, en termes de tendance géopolitique, il y a, disons, les Asiatiques qui sont, par exemple, en Amérique du Nord, à cause du Covid et tout cela. Donc, il y a une certaine, disons, réticence vis-à-vis de l'Asiatique, la puissance, hein, de la Chine. Donc, on fait attention. Donc, les Africains ont, disons, un rôle prépondérant à jouer là-dedans. En Europe, particulièrement en France, bon, beaucoup de jeunes Européens ne veulent pas s'orienter vers les mathématiques et les sciences. Et en plus, maintenant, avec le télétravail, la plupart d'entre eux veulent travailler en télétravail alors que les clients demandent à avoir, les clients demandent à avoir disons, les consultants proches de chez eux. Donc, la plupart des entreprises de conseil, des cabinets n'arrivent pas à recruter, donc cherchent des profils qui sont gourmands. Et les Africains ont beaucoup à revendre, hein, pour avoir, disons, des rémunérations qu'ils n'auraient jamais chez eux. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et l'aspect, en fait, surtout, on a eu un débat très rapide sur notre plateforme de la fuite de cerveau africain. Donc, je pense qu'il ne faut pas considérer l'expatriation comme la fuite de cerveau. Je pense qu'il faut considérer l'expatriation comme un enrichissement de sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, en 2023, plus on a d'expérience dans d'autres parties du monde, dans d'autres endroits, dans d'autres environnements, plus ça nous rend riches et ça nous rend capables d'être mieux préparés pour aborder les projets de notre vie. Donc, il ne faut pas rester fermé à l'expatriation. Bien évidemment, il faut rester ouvert, mais c'est quelque chose qu'il faut bien planifier. Heureusement, nous avons une communauté de personnes qui sont suffisamment outillées. Donc, il faut poser les questions, nous sommes disponibles. Et merci encore, Prisca, pour cette opportunité. Merci, Président Léonce. Alors, je donne la parole à Lénie Pani pour son mot de fin. OK, merci bien Prisca pour cette opportunité. Mon mot de fin, en fait, c'est de montrer à tous les autres, ceux qui nous assistent, qu'il faut aussi se créer un réseau. Et je vais donner l'exemple en même temps. Mon frère Léonce, si tu as une opportunité en Espagne, fais-moi signe.
Je suis un peu fatigué du Nigeria. Avec plaisir. Dimitri, fais-moi un signe aussi pour la France, OK? Et puis, je ne maîtrise pas trop les noms des Ça autres. marche. Ouais. Jean-Marc, qui est à Dubaï, Prisca aux États-Unis, et il y a qui encore? Qui est voilà, au Maroc. Donc, je suis dispo. Vous connaissez mon mail. S'il y a une opportunité, faites-moi signe. Merci. C'était un très beau mot de fin. Et Daniel, tu ne perds pas le temps pour développer ton réseau. Ok, super. Alors, il y avait aussi un commentaire de Jane Serick, le senior, qui disait une chose aussi importante pour l'intégration est de rechercher avant son arrivée et une fois sur les sites, les points focaux les plus pertinents pour être au parfum de l'actualité. Et en général, il s'agit des sites Internet, de certains profils sur les réseaux sociaux, des chaînes de télévision, etc. Effectivement, c'est un très, très bon point. Merci beaucoup pour la contribution. Alors, je donne maintenant la parole à l'aîné Dimitri pour son mot de fin. Ben, en tout cas, moi, j'étais très ravi de ce premier afterwork auquel je participe. C'est très enrichissant. Et puis, de voir quand même que la communauté télécom est quand même présente sur pas mal de continents avec une richesse, on va dire, d'expérience vraiment impressionnante. Je pense qu'il faut cultiver ça, il faut continuer à le faire pour que justement ceux qui arrivent derrière puissent profiter de cela. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir un réseau solide et se créer des opportunités même au sein de notre réseau. Voilà. En tout cas, félicitations à Prisca, à Léonce et puis également à Olivier, tous ceux qui travaillent. Et pour la petite information, je travaille avec Fanta. Je l'ai recruté en fait au sein de la société. C'est elle qui m'a permis justement d'intégrer le réseau. Je n'étais pas au courant. Super. Merci beaucoup, Seigneur Dimitri. Alors, Seigneur Max Landry, tu as la parole. OK. Merci d'abord, merci à Presca pour l'opportunité. Je sais que c'était un peu difficile pour moi, vu l'heure. Moi, ce n'est pas encore un afterwork pour moi. Mais globalement, je pense que ça a été très enrichissant. J'ai été ravi de revoir encore Léonce. Je pense qu'encore sur WhatsApp, mais c'était très intéressant de le revoir en vidéo. Je vais revenir un peu sur ce que l'aîné Jean-Claude Pagny a dit. Il a dit, en gros, d'être une bonne personne. Donc, je pense que c'est très important pour l'intégration, pour pouvoir s'expatrier. Soyez bien dans tout ce que vous faites, parce qu'une opportunité au pays, être bien avec quelqu'un au pays peut déboucher sur une autre opportunité à l'international. Et aussi, un élément très important, il faut être vraiment humble. Parce que souvent, lorsqu'on arrive à l'international, on pense que voilà, ce qui est arrivé aux autres, c'est les autres. Moi, je suis spécial, donc pour moi, va bien se passer. Non, il faut prendre la peine d'écouter tous les anciens, même si vous estimez qu'ils n'ont pas réussi ou bien ils ne sont pas où vous espériez être. Prenez la peine d'écouter les anciens. Soyez vraiment humble. Écoutez les informations parce que ce sont les informations qui vont vous permettre de pouvoir avoir des opportunités. Donc, voilà, c'est mon mot de fin. Et puis, encore, un élément encore plus important, c'est maintenir le lien spirituel. C'est-à-dire, souvent, quand on est hors du pays, bon, il y a d'autres qui complètement ne vont plus à l'église ou bien à la mosquée, mais quand vous sortez du pays, c'est très important de maintenir ce lien spirituel-là parce que ça va vous permettre de vous maintenir sur le droit chemin. Donc, merci. Et puis, j'espère avoir une autre opportunité d'avoir un autre afterwork avec vous tous. Merci. Merci beaucoup, Seigneur Mac Landry. Alors, nous donnons la parole maintenant à Jean-Marc Moutet, le Seigneur Jean-Marc Moutet, pour son mot de fin. OK. Alors, j'ai été vraiment ravi de partager ces 1h30 avec vous. Voilà, il est minuit 30, quasiment minuit 30 ici, mais je n'ai pas senti le temps passer. C'était vraiment un réel plaisir. Alors, mon mot de fin, c'est de dire, alors, n'ayez pas peur de l'expatriation. Soyez prêts.
Dites-vous que si d'autres l'ont réussi, vous le pouvez. Un élément qui a été, je crois, repris par l'aîné Léon, c'est de dire l'expatriation n'est pas une fuite de cerveau. Et mon message ici, pour tous ceux qui, lorsqu'ils s'expatrient, souhaitent revenir au pays, planifiez votre retour. Dès le moment où vous vous expatriez, ne vous dites pas que le retour, ça sera fait plus tard. Non. Dès le moment où vous expatriez, dès le premier jour, ayez déjà votre plan de retour et venez apporter un plus au continent. Voilà, pour ceux qui souhaitent revenir. Donc, c'était ça mon mot de fin. Merci. Merci, bon message, merci. Alors, sur le prochain intervenant, l'aîné Aristide. Ok, d'accord. Merci bien encore une fois pour l'opportunité donnée à tous. Voilà, donc pour être bref, je vais intervenir sur 2 points. Le plus important aussi pour se préparer à l'expatriation, c'est de préparer son profil en fait. De se préparer véritablement techniquement parce que de ce qu'on attend de nous à l'extérieur, c'est la technique. OK? Faire valoir nos compétences techniques au manager en fait pour pouvoir mieux servir en fait l'employé qui va nous engager. Donc, se préparer évidemment à cela pour pouvoir briller en fait, montrer le meilleur de nous-mêmes au poste auquel on sera recruté. Donc, c'est surtout cela en fait. Et aussi en plus de cela, lorsqu'on sait faire quelque chose, il faut le faire, il faut le dire en fait tout haut et ça va le dire en fait. Donc, je parle ici en fait de son profil LinkedIn aussi. OK? Donc, ça, c'est important de le maintenir à jour, parler de ce qu'on sait faire et dire comment on le fait pour qu'on puisse être remarqué positivement en fait au-delà de la structure en fait aussi à l'extérieur. Donc ça c'est aussi l'autre mot que j'aurais voulu en fait marquer. Et le dernier point c'est que j'espère aussi comme l'année India l'a fait en fait de recruter d'autres personnes. Voilà, il est vrai que j'ai démarré tout récemment ma structure. On est actuellement 3 personnes à l'intérieur. Qu'on appelle ECI, je pense que tout le monde me voit assez actif à ce niveau. Je pour les assistants à la formation, aussi dans les services IT. Donc, j'espère qu'on va pouvoir développer cette structure-là pour qu'on puisse aussi, à l'avenir, au Maroc ici, écouter d'autres télécoms qui vont pouvoir faire grandir cette structure-là. Donc, je suis disponible pour toute personne qui a besoin de conseils, d'expertise, d'orientation dans le domaine de l'IT, sur les domaines que je promeux actuellement sur LinkedIn. Je suis ouvert et disponible pour pouvoir vous aiguiller sur ces différents aspects-là. Donc, merci bien à tous et ce sera mon mot de fin. Merci, merci beaucoup. Merci, beau message. Alors, Olivier, ton mot de fin avant que nous puissions terminer, clore la réunion. Ok, donc moi déjà je vais dire, donc ça a été déjà un bel afterwork que je résume en quelques mots. Comme l'aîné Pagny l'a dit, il faut savoir se comporter, donc être bien dans le fond. Et quelque part d'autre, bien travailler bien travailler sur son profil, donc du côté des compétences. Et au-delà, bien développer ou bien s'intégrer à un réseau. Donc, avec ces 3 éléments, c'est sûr que on pourra se propulser assez facilement à l'international. Parce que pour mon exemple, par exemple, j'ai été contacté donc par un employeur via un collègue tunisien avec lequel j'avais travaillé lorsque j'étais chez Orange, donc qui m'avait recommandé à cet employeur-là. Donc pour renchérir et dire que ce que l'aîné Pagny il a dit, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait réel. Donc, soyons tous ensemble dans le réseau pour une AITP qui soit encore plus forte. C'est mon mot de fin. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, c'était prévu 1h15. D'abord, je m'excuse également parce qu'on a décalé de 15 minutes. Donc, on a pris 15 minutes de plus. C'est tellement enrichissant qu'effectivement, comme le Seigneur Dimitri a dit, on n'a pas senti le temps passer. Alors, j'aimerais vraiment dire merci à tout le monde, surtout aux intervenants. Je sais que tout le monde est super chargé, les décalages horaires sont terribles, mais vraiment tout le monde, tous les intervenants ont fait l'effort de participer et de nous partager leur expérience. Je suis persuadée que ça va servir à plus d'une personne. Nous avons eu plus de 30 personnes connectées.
C'est vrai que les différentes personnes connectées, le nombre varie, mais on a pu atteindre quand même environ 30 personnes, qui est vraiment une belle audience et vraiment nous vous disons merci. Merci pour votre temps et puis nous prévoyons organiser encore d'autres after-work avec des thèmes encore plus intéressants et plus qui vont nous apporter en fait, continuer de nous permettre de nous former et de nous développer. Alors, restons connectés et restons, comme on le dit en anglais, stay tuned. Merci beaucoup à tout le monde et puis bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.